Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct et le lundi en supplément à partir de 13h30 pour une demi-heure avec le plan de trading de Smart Bourse et les équipes d'IG qui nous accompagnent pour ce rendez-vous consacré aux enjeux techniques de marché. Alexandre Baradez sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure avec des marchés qui restent quand même sur le qui-vive, on peut le dire comme ça, beaucoup d'hésitation, assez peu de prise de risque avec des convictions qui sont mises un peu en retrait face à l'augmentation du risque géopolitique depuis une dizaine de jours maintenant, mais on notera que les indices actions tournent autour de l'équilibre, même plutôt légèrement positif en Europe à mi-séance. Le CAC 40 est juste au-dessus du niveau des 7000 points, on est brièvement repassé sous ces niveaux en début de séance. Le pétrole qui a rebondi ces derniers jours n'a pas pour autant marqué de nouveaux sommets, on était monté jusqu'à $97 pour le baril de Brent avant les attaques du Hamas contre Israël. Et puis on notera l'once d'or qui se tient bien après avoir connu une belle semaine de progression la semaine dernière. Un des marqueurs quand même d'une forme d'aversion au risque qu'on peut considérer sur les marchés en ce moment. Nous évoquerons également les stratégies d'allocation d'actifs en cette fin d'année 2023 dans ce contexte géopolitique très tendu. Ce sont les équipes d'Edmond Rothschild Asset Management qui nous accompagneront pendant cette demi-heure au démarrage d'une semaine qui sera relativement allégée sur le plan des grands indicateurs macroéconomiques. On notera quand même que les investisseurs prendront connaissance de la croissance chinoise pour le troisième trimestre. Le chiffre sera publié ce mercredi, mais ce qui occupera quand même les marchés pendant plusieurs jours et plusieurs semaines maintenant, c'est la montée en puissance des publications de résultats pour le troisième trimestre. Nous avons eu quelques grandes banques américaines vendredi, d'autres publieront demain, Bank of America, Goldman Sachs, et puis viendront ensuite les premiers grands noms de la tech américaine, Tesla, Netflix, attendus mercredi après la clôture du marché américain, et puis les poids lourds européens également qui publieront jeudi leurs premiers résultats avec L'Oréal, Nestlé, Roche ou encore Essilor Luxottica et Pernod Ricard. Chaque lundi à 13h30, c'est notre rendez-vous avec les équipes d'IG dans Smart Bourse pour le plan de trading de Smart Bourse. Alexandre Baradez est à nos côtés, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Comment est-ce qu'on peut décrire l'ambiance de marché ? Alors marquée effectivement par 10 jours de conflit désormais, à la suite des attaques du Hamas contre Israël. J'essaie de décrire en présentation, on sent quand même une forme d'hésitation, de prudence et le marché met un peu ses convictions de côté en attendant d'y voir un peu plus clair sur cette dimension géopolitique. Oui, complètement, avec une volatilité qui est remontée aux alentours de 20, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. C'est pas un niveau particulièrement dangereux, mais on est arrivé de zone en dessous de 15 il y a quelques semaines, en septembre, il n'y a pas si longtemps que ça. Et la semaine dernière, c'était une piqûre de rappel sur, déjà par rapport aux chiffres américains aussi, il y avait déjà le contexte géopolitique, mais à la fois les chiffres de prix à la production qui étaient quand même bien supérieurs aux attentes, même si leur niveau absolu en termes de progression à 2%, c'est pas dramatique, mais quand vous arrivez de 1,6, ou vous attendiez plutôt 1,6 et vous avez 2,2, c'est trop pour le marché dans la phase actuelle. L'inflation ensuite jeudi, 3,7, ça a un peu plus que le consensus à 3,6, c'est idem que le mois précédent, et donc ça fait un peu résonner ce higher for longer, c'est-à-dire que autant l'inflation au cœur est passée de 4,3 à 4,1, ça va toujours un peu mieux de ce côté-là, mais 4,1 ça reste quand même toujours 2 fois supérieur à l'objectif de la Fed, et puis 3,7, il n'y a pas de progression, donc le marché, plus les questions géopolitiques avec un pétrole qui est un peu parti à la hausse en fin de semaine dernière, eh bien vous avez des taux qui se retourne un petit peu côté US, et taux court notamment, le 2 ans, qui était passé sous les 5, qui est remonté à 5,05, 5,06. On avait le dollar se renforcer à nouveau, à la fois un peu valeur refuge aussi, le dollar, tous les métaux qui sont repartis à la hausse. Et donc, on a un marché qui est pas paniqué, parce que 20 de volatilité, c'est pas la panique. L'année dernière, par exemple, quand on avait ce trio un peu infernal, guerre en Ukraine, confinement en Chine et banque centrale qui durcissait, on était monté dans une zone de quasiment à 40 de volatilité, donc 2 fois plus de nervosité. Mais c'est vrai que toute phase géopolitique, et qui plus
disait au Proche-Orient, de 20, on peut être à 30 demain ou on sait que ça peut aller vite. Voilà, et de la même manière que s'il n'y a pas escalade du tout, on tombera assez vite. Donc le marché n'est pas dans une phase de panique, mais c'est vrai que des raisons d'acheter aujourd'hui, hormis des questions de valorisation, la valorisation n'est pas chère. Le CAC, on verra tout à l'heure, le CAC dividende inclus, mais hors dividende, on est un peu en dessous de 13 fois les bénéfices. Le DAX, même zone de valorisation. C'est retour des moyennes de 10 ans, en fait. Donc les indices ne sont ni peu chers, ni chers. Ils sont dans une zone qui est acceptable, mais qui peut être encore un peu cher relatif au taux, si vous voulez. C'est ça un peu qui bride actuellement l'envie d'acheter. Il manque pas forcément grand-chose. Mais ce qui manque, c'est des messages monétaires. Il y en a quelques-uns quand même qui commencent. Oui, on a comme une douzaine de membres de la Fed qui nous disent que sans doute, ça y est, c'est terminé pour les hausses de taux. Oui, mais face à ça, il y a la géopolitique qui prend le relais. Et le risque qu'on a aussi, du coup, c'est que la géopolitique influence aussi un petit peu le comportement économique, quid de la consommation, quid de comportement des acteurs économiques dans ce contexte. Donc pour l'instant, c'est neutre, légèrement négatif comme contexte, mais c'est pas archi négatif. Voilà. Donc on navigue sous des zones donc on verra tout à l'heure, sous le Dow Jones aussi, des zones techniques qui donnent pas forcément très envie d'acheter, mais il faut être aussi assez prudent sur les ventes parce que pour moi le gros de la fenêtre de tir des ventes c'était l'année dernière. Le rallye qui a suivi, c'est une preuve de grosse résilience et là on consolide toujours une phase d'appétit pour le risque qui est un peu trop débridée fin d'année dernière et début d'année, mais je pense qu'on est toujours dans cette phase consolidante sur la plupart des actifs. On n'est pas dans une remise en cause de ce qu'on a vu. Prenons effectivement l'exemple du CAC 40 Total Return, dividende réinvesti. Toujours intéressant de rappeler déjà que le CAC 40 tel qu'on l'indique quotidiennement est un indice calculé hors dividende et donc l'indice Total Return permet de réintégrer effectivement les dividendes versés au fur et à mesure. On est allé sur des sommets historiques évidemment et on voit très bien le mouvement, c'est-à-dire qu'on est venu se reposer sur les tops de marché de 2021, c'est ça Alexandre? C'est assez précis. C'est de voir que même l'indice Total Return est graphique aussi. Pourtant, c'est pas celui qu'on traite. Celui qu'on traite, c'est le CAC hors dividende. Mais il y a des points de repère comme ça. Encore une fois, l'analyse technique, c'est l'analyse aussi psychologique. C'est des phases de marché. On revient sur des zones qu'on a testées auparavant. Et c'est vrai que le CAC 40, on voit bien ce rallye absolument débridé fin l'année dernière et début d'année. Et là, on vient respirer un peu un pullback. On vient s'appuyer sur le sommet de 2021. Moi, à l'heure actuelle, je vois pas de raison pour que tout le monde se précipite à l'achat tout de suite. Il y a des grosses composantes du CAC, des valeurs. LVMH a déjà bien rendu. Ça, je pense que LVMH, faut faire attention à la vente. Je pense que c'est plus une zone d'achat que l'inverse. Attention au short trop agressif sur LVMH. 900, vous arrivez à 660, plus de 25% de correction, et 22 fois les bénéfices quand Hermès est à 47 ou 46 fois. Je pense par contre que sur certains gros items comme ça, Hermès par exemple, je pense qu'il y a matière encore à lâcher un petit peu. Moi, c'est ça qui peut faire qu'on arrive dans cette fenêtre de tir, vous voyez, qui n'est pas très large. Vous prenez en gros un petit peu sur la résistance 2021, vous avez un ancien niveau technique de tout le canal haussier qu'on a eu post-subprime. Ça vous donne une fenêtre d'après 1500 points sur le CAC Total Return. Ça paraît beaucoup dit comme ça, mais c'est très peu en pourcentage. Oui, parce qu'il a plus, il a plus de 20 000, c'est ça le Total Return. Donc c'est une fenêtre un peu supérieure à 5%. Moi, je l'estime à ça le risque, et je parle de risque à ce stade. Donc je ne dis pas qu'il faut chercher à shorter agressivement pour aller chercher ça, mais je pense quand même qu'il y a une probabilité dans cette zone qui n'est pas négligeable à l'heure actuelle. Mais si on devait estimer ce risque, 5-6%, peut-être 7% de correction en plus, mais je pense que ce serait déjà des niveaux assez forts et qui commencerait à être à nouveau intéressant en zone d'achat et qui participerait toujours encore une fois au tassement des valorisations de cet énorme rallye qu'on a eu depuis la réouverture de la Chine en fait. Ce qui est intéressant, c'est que malgré 25% de baisse de LVMH, le poids lourd absolu et du CAC et de beaucoup d'indices en Europe, oui, ça a freiné le CAC, ça l'a ralenti, mais ça n'a pas envoyé le CAC 40 sur les points bas de l'année dernière. Il y a ça, parce que je pense aussi ce qui vient aussi contrer un peu ça. Effectivement, LVMH, on voit les composantes, c'est l'Europe qui a ralenti, c'est l'Asie hors Japon, donc la Chine qui a aussi pas mal ralenti en termes de croissance. Toujours une croissance quand même, attention, on n'est pas sur la croissance, c'est toujours une croissance, mais qui a ralenti. Mais face à ça, vous avez aussi des valeurs, je pense, qui sont un peu à l'affût, et des gestions peut-être qui sont à l'affût de certaines valeurs liées à la Chine. La Chine, on voit que ça tente de bottomer, il y a des bruits sur de la relance à 137 milliards, il y a des mesures de prise, on abaisse les ratios prudentiels pour les banques, donc on voit quand même que la Chine fait tout pour stabiliser, et on voit que les indices d'activité en Chine, PMI notamment, commencent, et ça pour les valeurs européennes, sensibles à la Chine, les valeurs plutôt secteur industriel, secteur manufacturier, en Europe, donc France, Allemagne notamment, je pense que c'est ça aussi qui vient un petit peu compenser, en plus il y a des multiples qui sont assez intéressants dans ce secteur-là en ce moment, et c'est pour ça que c'est un indice qui est bien hedgé dans le CAC 40. Et même s'il y a des gros coups de chaud comme sur le luxe, bien borné quoi. Voilà, bien borné, exactement.
Exactement. Donc, c'est pour ça que je ne vois pas comment on pourrait paniquer au point d'aller chercher 10-15% de correction sur un indice comme celui-ci dans la phase actuelle et si la géopolitique, évidemment, ne déborde pas complètement. À propos de poids lourds, on est rentré dans la période de publication de résultats. La tech américaine va commencer à publier cette semaine. On aura Netflix et Tesla. Et puis, le reste viendra sur les prochaines semaines. L'occasion de revenir sur le graphique d'Apple, Alexandre. Apple, voilà, c'est dans les valeurs qu'on regarde, autant pour le cas qu'on regarde les grosses capis, ou autant pour le Nasdaq, même chose, ou pour le S&P, Apple, Microsoft, mais on différencie quand même désormais les valeurs des 7 magnifiques, ou les GAFAM à l'époque, ou autres. À une époque, c'était tout marché de concert. Quand ça montait, on achetait tout, quand ça vendait, on vendait tout. Là, il y a des valeurs qui ont plus ou moins corrigé. Facebook ne ressemble plus à un Apple, ne ressemble plus à un Microsoft, mais dans ce groupe des très gros, des méga caps, il y en a quand même deux qui, selon moi, ont un potentiel on parle de pullback, qui persiste encore, c'est Apple et Microsoft. Et Apple, effectivement, on est dans une espèce de zone comme ça, on a passé un drapeau dans le jargon, un grand drapeau de consolidation, c'est un gros rallye haussier, on consolide un peu en baissant légèrement et on repart. Et je pense qu'on a quand même le potentiel pour aller chercher le haut de cette figure-là, c'est une espèce de canal un peu baissier comme ça, de revenir dessus. C'est une zone aux alentours de 162 dollars, pardon. Et ça ne me paraîtrait pas impossible parce que les taux, on disait tout à l'heure, les taux qui sont un peu repartis, ça c'est quand même une pression pour la tech qui est pas top. Il y a un aspect aussi géographique. C'est-à-dire, quand on voit, et ce qui met un peu la puce sur l'oreille, c'est quand même les performances qui n'ont rien à voir pour autant, mais LVMH sur la zone, Asie notamment, et Chine, et européenne aussi. Apple, sont aussi des marchés pour Apple. Et dans un positionnement qui est quand même très haut de gamme pour Apple, même si une grosse partie c'est des services, c'est quand même une partie produit qui est toujours là. Et il me semble qu'il y a peut-être ce risque qu'on a vu sur LVMH se manifester, on pourrait le voir sur des valeurs comme celle-ci, mais comme la valeur a déjà commencé à corriger, voilà, je pense que techniquement, par rapport au taux, par rapport à l'aspect un peu algorithmique, de venir chercher voilà, je pense qu'un 160-162 est jouable sur Apple. Par contre, aller chercher beaucoup plus bas paraîtrait un peu dangereux. Qu'est-ce qu'on peut dire de la vieille économie si on prend un indice de référence comme le Dow Jones aujourd'hui, Alexandre? Le Dow, c'est un indice effectivement qui est très particulier par ses pondérations, premièrement. Ensuite, c'est quand même un indice qui est quand même très graphique aussi. C'est-à-dire que c'est un indice où, je pense que ce qu'on disait déjà ensemble depuis plusieurs mois, c'est que le point haut de 2020, fin 2021 et le point bas de 2022, je pense qu'ils vont rester. Je ne pense pas qu'on ait le potentiel de revoir le point bas de 2022. Si vous regardez sur le Dow, on est même... C'était il y a un empile, hein, c'est voilà, ça pour les indices américains. Et si on regarde bien, vous voyez, le point bas de l'année dernière, il correspondait aussi un petit peu en dessous du point haut d'avant Covid. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu ce phénomène complètement de retracement total de l'excès en fait post-Covid. En termes de valorisation, ça c'est aussi totalement normalisé, on l'a vu sur la SP500 ou autre. On est reparti un peu vite, mais en fait on est dans une phase de consolidation entre ces deux extrêmes, point haut et point bas de donc 21 et 22. Et actuellement il y a 3 niveaux techniques. Alors, certains diront ouais, mais attendez, la première oblique elle passe au travers de tout ça, c'est pas très net. Ça l'est quand vous regardez en fait certains points de contact. Et en fait ce qu'il faut regarder, c'est moins une oblique en particulier, qu'il y a 3 zones qui convergent à la même zone. Et on voit que dans la phase de baisse des dernières semaines, on a un peu hésité pendant une dizaine de jours, ça tape, ça rebondit et ça passe au travers. Donc pourquoi je montre ça? C'est moins pour dire attention, baisse, la baisse on est déjà dedans, c'est plus pour dire si on devait racheter du Dow Jones, alors, sauf encore une fois acheter à la baisse pour moyenner ce que font les gestions, mais si on veut dans une dynamique un peu active où on attend un premier momentum pour revenir, moi j'attends de repasser au moins sous les 2 premières, pas la troisième qui est un peu trop oblique, les 2 premières, c'est-à-dire qu'il faut revenir dans une des 35 000 points, et à 35 000 vous aurez une bonne proba que le marché ne tombe pas, parce que s'il doit baisser c'est maintenant, c'est quand il rechute sous les niveaux comme ça, moyenne de prix, niveau technique, dans un environnement qu'on connaît où la vol remonte, les taux remontent, etc. S'il veut un peu capituler, c'est maintenant qu'il faut... Si on doit avoir de la vitesse... C'est maintenant, voilà. C'est maintenant. Donc si cette vitesse n'apparaît pas, souhaitons-le, et qu'on remonte à 35, là par contre je vois plus d'arguments ensuite. Une fois qu'on a purgé ça, si on reste dans ce schéma donc de consolidation que vous décrivez au sommet et on continue. Donc voilà, pas d'achat impulsif, mais les ventes agressives, encore une fois, ne sont pas de mise. Pour ça, il faut des signaux comme la semaine dernière, il faut des choses où d'un seul coup on voit que le marché commence à paniquer, qu'on repasse sous des niveaux intraday, où on reprend par exemple le plus bas de la veille ou autre. Là on peut décider de shorter un petit peu. Mais sur des choses comme ça un peu plus moyen terme, pour l'instant c'est plutôt de la grosse consolidation que réellement un point de rechute. Voilà, je pense qu'on peut quand même, il y a un risque d'aller chercher le Fibo 23.6, vous voyez toute la partie rallye post-Covid, il y a un premier niveau de retracement qui est sous nos pieds, qui n'est pas très très loin, ça techniquement on pourrait aller chercher sans que ce soit la panique. Voilà. Donc le risque baissier, moi je le situe à peu près dans ces zones de prix à court terme. Vitesse ou pas, c'est le moment décisif pour voir comment le marché évoluera effectivement de ce point de vue-là. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradez avec nous chaque lundi à 13h30 en direct et en replay bien sûr sur bismart.fr pour le plan de trading de Smart Bourse. Alexandre, chef analyste chez IG. Venons
Revenons-en aux questions d'allocation d'actifs avec les équipes d'Edmond Rothschild Asset Management et Ludovic Dufour qui nous accompagne aujourd'hui pour cette émission, responsable product spécialiste d'Edram. Bonjour et bienvenue Ludovic. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Un mot peut-être de la manière dont vous avez réfléchi chez Edram aux conséquences éventuelles, aux conséquences possibles pour les marchés. J'entends de la crise géopolitique au Moyen-Orient, 10 jours après les attaques du Hamas contre Israël. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas? Et je parle bien de la manière dont on construit des portefeuilles et dont on évalue les risques pour les clients, Ludovic. Bien entendu, le lundi matin, quand on est arrivé, donc il y a 10 jours au bureau, la première chose qu'on fait, c'est quel est le risque qu'on a d'embarquer en portefeuille et de réévaluer si on est toujours confortable avec cela. On avait plutôt remis un petit peu de risque. On a une vue très prudente sur les actifs risqués. C'est pas qu'on ne veut pas être présent, mais on aborde de la prudence, qu'on considère qu'on est en ralentissement économique, qu'on approche du fin de cycle, et on a les problématiques sur ces hausses de taux qui pèsent sur les valorisations ou sur les marchés du crédit. Donc cette prudence, on l'avait un peu mis de côté en septembre pour renforcer, remettre un petit peu de risque. On arrive le lundi matin, comme c'est un choix tactique. Est-ce que ce choix tactique, il fait toujours sens? On discute avec les équipes et oui, on considère qu'on maintient cela. Et après, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on suit au jour le jour. On ne fait pas de prévision sur ce qui va se passer. En revanche, ça ajoute une prime de risque. Et puis, il y a un facteur de transmission direct à l'économie, c'est le pétrole. Mécaniquement, ce conflit, très rapidement, ça s'est vu, c'est peut-être qu'il y a le premier actif qui a monté, c'est le pétrole. Au même moment où on a beaucoup de questionnements sur cette désinflation, comment elle s'installe, le fait de voir le pétrole qui redevient volatile amène des inquiétudes. Donc c'est la variable qu'on va suivre. Ouais, c'est ça, surveiller le plus. Ouais. Comment vous regardez le monde obligataire aujourd'hui? Très intéressant d'ailleurs. On a vu sur la première séance post-attaque du Hamas, le marché américain obligataire était fermé, c'était Columbus Day, mais on a vu tout de suite une réaction assez claire de recherche d'actifs de sécurité. Donc on a vu un mouvement de rallye obligataire sur les parties longues de la courbe des taux, qui a été assez vite contrarié par des éléments macroéconomiques. Alexandre citait les prix à la production aux États-Unis et même dans une certaine mesure le CPI, l'indice des prix à la consommation, qui ont tout de suite remis un peu de tension dans ces parties longues de courbe obligataire aux États-Unis. Quelle évaluation vous faites un peu de la situation et de ces forces opposées qui guident et qui amènent beaucoup de volatilité encore sur cette partie longue? Alors, c'est normal qu'à un moment où on a un choc, le côté valeur refuge des taux fonctionne. Ce jour-là, il a fonctionné. C'était même rassurant dans un monde un peu nouveau depuis quelques mois et quelques trimestres où on avait des corrélations plutôt positives entre actions et obligations et on était plus sûr du caractère refuge de ces obligations du Trésor américain. Donc ça fait sur quelques événements de marché, on a vu que de nouveau ça refonctionne et c'est normal. Il y a un niveau de taux qui est retenu suffisamment intéressant, attrayant en termes de taux pour que les investisseurs se projettent en se disant il y a la capacité, si le scénario déraille totalement, à ce que les taux aillent plus bas, que les banques centrales baissent les taux. Donc tout ça peut se remettre en œuvre et on voit que ça fonctionne. Maintenant, si on regarde un petit peu les taux, on vient d'où? On vient d'un mois de septembre où les taux ont encore fortement monté. Cette fois, sur les parties longues, on va dire, si je fais un schéma très simple, que depuis le début de l'année, c'est plutôt les parties courtes de la courbe des taux qui ont monté avec le nombre d'anticipations de hausse de taux des banques centrales qu'on a fait. On arrive à la fin, en zone euro, le jeu est fait sur les prochaines hausses de taux. Il y a le questionnement d'une probable nouvelle hausse des taux, certainement pas sur la réunion de novembre, mais peut-être sur celle de décembre à la Fed, et toujours sur le marché. Je pense que petit à petit, on va la déprobabiliser. Et maintenant, au mois de septembre, c'est les parties longues des taux qui ont monté, le 10 ans, le 30 ans. Alors, il y a différents éléments. On parlera de la prime de terme. Vous me direz si vous voulez qu'on s'arrête dessus. Mais en tout cas, les taux ont fortement monté, à peu près 50 centimes. Donc, il y a deux éléments. Ils sont très chers. On était monté à 4,80 sur un 10 ans américain, à 2,90 sur un 10 ans allemand. Donc, il y avait de la place pour que ça rebaisse un petit peu. Mais derrière, étant donné que cette problématique, cette crise qu'on a en Israël, on la cantonne, le marché semble la cantonner à cette région. Donc il y a à part le pétrole, peu de variables de transmission au reste de l'économie pour le moment. On se réinquiète un petit peu du quotidien. Et donc il y a les chiffres d'inflation, vous en avez parlé tout à l'heure, qui sont sortis un petit peu au-dessus, notamment sur la partie services aux États-Unis. Ça a remis un petit peu de pression. Et du coup, on a
des montagnes russes depuis quelques séances sur les taux, où on a une séance où on va reperdre 5, 7 centimes, on va les reprendre le lendemain, qui sort, et on ne fait que ça. Sur l'aspect conjoncturel, inflation, justement, que disent les équipes macro d'Edmond Rothschild Asset Management? Est-ce qu'on est quand même toujours confiant dans l'idée que la mécanique de désinflation aux États-Unis, notamment, est bien en place, qu'elle peut encore éventuellement se poursuivre un peu? On a tous compris que passer de 10 à 5, c'était la partie la plus facile, et qu'ensuite, passer de 5 à 4, puis de 4 à 3, puis de 3 à 2, tout ça devenait de plus en plus difficile. Est-ce que vous gardez une certaine confiance quand même dans l'idée que, toute chose égale par ailleurs, la désinflation peut se poursuivre aux États-Unis, y compris sur la partie la plus endogène de l'inflation? Alors oui, et même si dernièrement on a des petites mauvaises surprises. En fait, ces mauvaises surprises, on les attendait. On a dit, comme vous l'avez montré, de 10 à 5 ce sera facile, et après ça va être plus dur. On est sur cette partie, et justement c'est plus dur. Donc on constate ce qu'on attendait d'une certaine manière. On a eu en plus, notamment le marché américain, pas mal de mesures non structurelles qui, avec un peu plus de relance, avec les extra savings, toute cette épargne supplémentaire du consommateur américain, qui est quelque chose qui est assez difficile à analyser et dont on voit qu'elle est toujours là, et on pensait qu'elle serait complètement réutilisée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont de l'épargne qu'ils ont fait pendant le Covid, et maintenant qu'il y a un peu moins ils piochent dedans pour maintenir leur consommation. Et la question, c'est, une fois qu'elle est vide, ils ne peuvent plus piocher. Quels sont les arbitrages? On pensait que ce serait d'ici la fin d'année. On voit que il y a plus qu'attendu. Enfin, il y a moins qu'attendu, mais ils ont moins tapé dedans. Donc, ça nous emmène jusqu'en mars. Donc, pas mal de petites mesures qui font que maintenant qu'on arrive autour des 4, c'est un petit peu plus difficile d'accélérer. On voit vraiment toujours cette tendance que ça va accélérer avec... Accélérer la désinflation. Non, mais parce que... C'est bien ça. Cette désinflation va accélérer. Donc, on la voit toujours. Et après, on est patient face à, de temps en temps, quand on a ces mesures qui viennent rajouter un petit peu d'incertitude ou qui délayent. Mais pour nous, c'est vraiment embarqué. Et puis, les banquiers centraux nous le disent. On a une Fed qui va... Finalement, le marché a fait le job de monter un petit peu les taux longs, de remettre la pression, ce qui, je pense, lui permet de vraiment déprobabiliser cette dernière potentielle hausse de taux. Et puis, elle va nous remettre les projecteurs sur maintenant, l'inflation, c'est fait. C'est la croissance qui compte. Voilà. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'eux aussi commencent à se poser des questions sur la solidité de la croissance et nous amènent vers une récession. Donc, le mandat dual, ça y est, reprend. La Fed est en train quand même de revenir sur la dualité de son mandat après la bataille. Donc on est entre les deux. Oui, c'est ça. Oui, je comprends tout à fait. Oui. Chômage, mais on va commencer à voir finalement le fait que ce chômage il faiblit. Ce qu'on attendait, on attendait depuis pas mal de temps pour vraiment ancrer le fait d'avoir vu les taux. On est sur cette période, donc on a probablement à quelques centimes près vu les taux. La question, c'est le next step. Et le next step, il définira la forme de la courbe. Cette histoire de prime de terme, effectivement, alors comment on peut le traduire simplement? Et puis, surtout, qu'est-ce que ça nous dit des enjeux de marché? Vous l'avez très bien dit, 2022, jusqu'à il y a encore quelques mois, c'était l'histoire des taux courts, des taux directeurs, il fallait rattraper l'inflation, ça a été le grand cycle de resserrement monétaire qu'on a décrit. Depuis cet été, l'histoire des taux est un peu différente. Les taux courts bougent moins quand même, et c'est les parties longues qui commencent à s'agiter, parfois avec des mouvements d'ampleur importants. Et l'idée qu'on est en train de reconstruire donc cette fameuse prime de terme qui a été négative pendant très longtemps et qui redevient positive aujourd'hui. Est-ce que c'est l'idée qui s'ancre de plus en plus dans le marché, qu'on change de régime, de paradigme en termes de taux, en termes d'inflation? C'est un sujet de discussion permanent, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ce qui était une hypothèse est en train de plus en plus de devenir un scénario central. Alors, la prime de terme, c'est ce que vont demander les investisseurs en rémunération pour le fait, au lieu de prendre une échéance à 3 ans, aller sur une échéance à 10 ans, pourquoi ils auraient plus de rémunération? Les taux longs ont fortement monté au mois de septembre, on dit c'est la conséquence de la prime de terme, ce qui n'est pas faux. Après, c'est quand on ne sait plus trouver d'autres explications, c'est ça, Ludovic? Subitement, on s'est réintéressé à la prime de terme, qui est quelque chose, un mécanisme de très long terme. C'est quoi? Elle a été très basse, elle a baissé pendant pas mal de temps parce que beaucoup d'épargne a été envoyée vers le fait d'acheter des taux. C'est-à-dire que les boomers ont créé leur retraite. Donc, ils ont acheté beaucoup de taux. On a eu le quantitative easing, on a eu des effets démographiques, etc. Et là, on commence à dire ça va être un petit peu différent. Les baby boomers vont plutôt prendre
piocher dans leur épargne, on a moins de quantitative easing parce qu'on parle de quantitative tightening, etc., etc. Donc je vois mal ces éléments se matérialiser en un mois. Cependant, il y a peut-être une prise de conscience des investisseurs d'arrêter de regarder le marché comme on l'a fait auparavant et de se projeter en validant d'une certaine manière la fin de la hausse des taux. On va revenir sur un environnement où ça y est, les taux sont reconstitués. Et by the way, les États sont endettés, il y a le quantitative tightening. Est-ce que je dois accepter ce type de rémunération? On a une 30 ans qui est sortie la semaine dernière à 4,83. Elle était attendue à 4,80, un peu au-dessus finalement. Donc ça montre bien qu'il y a un petit peu moins, peut-être un peu de la part des investisseurs, le fait de ne pas se précipiter et demander plus de rémunération. Donc, les acheteurs ont la main aujourd'hui sur le marché obligataire, hein. On peut le dire comme ça, quoi. Oui. Non, mais le Trésor américain vend sa dette, hein, mais on demande 3-4 points de plus que ce que peut offrir donc derrière le marché immédiatement. Il y a une grande question, parce que je parlais tout à l'heure de la forme de la courbe des taux, une prime de terme négative sur laquelle on vient sur le marché américain semble maintenant un petit peu derrière nous. La question, c'est est-ce qu'elle est autour de 0 ou est-ce qu'elle est à 50 centimes? Et ça, si on a la question, on sait à peu près à combien on doit attendre notre 10 ans. Une fois qu'on se redira, c'est bon, la hausse de taux est terminée. Maintenant, je peux commencer à anticiper à un moment que la Banque centrale, la Fed, baisse mes taux. C'est quoi la forme de ma courbe? Est-ce que c'est un 10 ans à 4 ou un 10 ans à 5 qui va avec cette économie? Et du coup, est-ce que c'est le bon... Oui, c'est ça. Est-ce que c'est le bon moment, là? Est-ce qu'on a envie de reprendre un peu de duration? Alors, modulo un aspect de volatilité qui n'est pas encore calmé, effectivement, mais... Est-ce qu'intellectuellement, on a envie d'aller vers ce mouvement? Un ralentissement économique. C'est toujours difficile de se dire, d'avoir le scénario rose, on va atterrir en douceur. Je pense que malheureusement, à un moment, on atterrira un peu brutalement sur cette croissance, que l'atterrissage en douceur, on l'attend tous. Je vois mal comment on pourrait le faire. Donc du coup, si on a un atterrissage en douceur et qu'on a déjà des taux qui sont déjà assez hauts, mécaniquement, il faut les acheter. Parce que ce serait un très bon moyen de protéger le reste des investissements ou d'aller bénéficier de cette baisse des taux à l'avenir. Donc on est plutôt, à acheter de la duration, à considérer que ça s'achète. Maintenant, vous l'avez dit, c'est volatile. Alors, il y a un autre élément qui est bénéfique quand on investit dans les taux, étant donné qu'on ne voit pas une récession à l'âge... au coin de la rue, je comprends. Elle est, on se dirige vers elle et peut-être qu'avec des effets, elle ne sera pas si forte que cela. Et ça reste un scénario qui est probable. Donc on peut continuer d'avoir du risque en portefeuille. Le risque, ça rémunère. Et donc du coup, si on a du crédit, on a du rendement. Et c'est juste accepter qu'une partie de ce rendement, si on a un peu tort sur le moment où on a déjà acheté ces taux, on en abandonne une partie. Donc avoir de la duration plutôt, c'est donc en sensibilité au taux d'intérêt en portefeuille et du crédit à côté pour avoir un petit peu de rendement, c'est quelque chose qui nous semble un bon positionnement pour le moment sur cette phase d'attente. Merci beaucoup Ludovic. Ludovic Dufour qui était avec nous pour évoquer ces questions obligataires, ces sujets de taux et les grandes questions d'allocation d'actifs à ce stade, responsable product spécialiste d'Edmond Rothschild Asset Management. Voilà pour cette demi-heure d'émission, le supplément du lundi à 13h30. On se retrouve à 17h en direct pour la grande édition de Smart Bourse sur Bismart.